Alors bonjour Paul-Marie Couteau. Bonjour Jean-Robin. Donc vous avez accepté notre demande d'invitation par rapport à votre, alors comment va-t-on dire, demande d'alliance avec le Front National. En réalité, au mois de mars, le Rassemblement pour l'indépendance de la France, dont je rappelle le RIF, dont je rappelle qu'il a pris naissance en 2003 lorsque nous avons vu que le RPF de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers ne tenait plus la route. Nous voulons donner une suite autour du thème de la souveraineté, mais la souveraineté nationale sous toutes ses formes, vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de la Banque de Francfort, vis-à-vis de la Commission de Bruxelles, mais aussi à l'intérieur vis-à-vis des féodalités qui confisquaient la souveraineté du peuple, des oligarchies, comme le mot a fini par apparaître. C'était ça notre mouvement. Ce RIF, donc, considère que tout ce qu'il a prévu et tout ce contre quoi il a lutté s'avère extrêmement dangereux, même pour la survie des nations. Le cas de la Grèce est évidemment emblématique, mais tous les autres qui suivront. Nous savions que l'Union européenne ne tiendrait pas le coup, que l'euro ne tiendrait pas le coup, que Schengen était un crime, que la construction européenne était partie dans un sens contraire tout simplement à l'Europe, aux intérêts de l'Europe, que c'était une machine à détruire l'Europe. Le résultat est que les nations qui en font partie sont dans une très périlleuse situation, sauf l'Allemagne qui, au fond, a réussi à reconstituer, comme dit Marie-France Garot, sa souveraineté pendant que les autres perdaient la leur, la France notamment. Mais la situation est telle, elle est si grave, je trouve, en France, qu'il faut un gouvernement de salut public, autour de quelques impératifs sur les finances publiques, sur le redressement de ce qui énerve le peuple français, c'est-à-dire le rétablissement de la liberté d'expression, puisque le peuple français est totalement bâillonné, toutes les formes, au jour le jour, et même quant à son expression populaire. Le référendum de 2009 est une date incroyablement importante. Ce non bafoué est une espèce de révocation du peuple et donc de la démocratie. On peut réunir beaucoup de gens là-dessus pour le rétablissement de la démocratie, de la parole du peuple, de la liberté d'expression, notamment par la démocratie directe. Bon, il y a quelques éléments comme ça, le rétablissement de la souveraineté, notamment la souveraineté monétaire, d'une monnaie nationale qui n'est pas incompatible avec une monnaie commune. Bref, autour de quelques points d'urgence doit se constituer entre les patriotes un gouvernement de salut public. Je crois que l'heure l'exige. Ce gouvernement de salut public doit réunir tous les patriotes, où qu'ils soient, y compris les républicains de notre rive, comme on disait du temps du discours de Vincennes de Jean-Pierre Chevènement, qui n'a pas perdu de son actualité. Mais évidemment des souverainistes dispersés qui ne font pas partie du système UMPS, Nicolas Dupont-Aignan, le MPF, les jeunes du MPF, peut-être Madame Boutin, qui elle aussi a appelé à voter non en 2009, qui n'a pas tiré les conséquences qu'il fallait, mais un tout péché miséricorde. En 2005. En 2005, oui, pardon. Il y a beaucoup de Français orphelins, il y a beaucoup de Français solitaires, il y a beaucoup de Français qui restent fixés sur le primat de l'intérêt de la nation, qui est le leur propre d'ailleurs, et qui savent très bien que les partis ne le servent pas à cet intérêt. Et ces gens-là, il faut les réunir autour de quelques personnalités, quelques mouvements qui se mettront d'accord autour d'une dizaine, une quinzaine de points dits de salut public. Évidemment, il est impossible dans les circonstances actuelles d'exclure de ce cercle des patriotes, de cette alliance des patriotes, le Front National. C'est ce que disait la motion du RIF de mars 2011, il y a 3 mois. Ça serait ne pas tenir compte des évolutions assez nettes que Marine Le Pen, dans son discours de Tours, et depuis lors d'ailleurs, a assuré au Front National. Évolutions qui, j'espère, sont en cours. Il est évident qu'on ne peut pas ne pas tendre la main aussi au Front National. Bien. Mais évidemment, c'est un partenaire parmi d'autres. La question est de savoir si ce partenariat sera accepté par les uns et par les autres. Je voudrais qu'il le soit. Je m'emploie à ce qu'il le soit. Et je pense d'ailleurs qu'il n'est pas impossible, il est d'autant moins impossible qu'il est nécessaire, c'est-à-dire au sens latin, il est necesse, il ne peut pas ne pas être au fur et à mesure que la situation des Français, sous toutes
les formes de leur existence individuelle et collective ira en se dégradant. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qu'il en est depuis que vous avez lancé cet appel à Marine Le Pen? Comment est-ce qu'elle l'a pris Alors, puisqu'on en revient toujours à Marine Le Pen, je tiens à dire que proposer de toute façon une alliance, et encore une alliance diverse avec plusieurs membres, c'est accepter de s'allier et non pas de se rallier. Bon, allier et rallier, ce n'est pas la même chose. Je le lui ai dit, puisque j'ai des relations anciennes et bien connues avec elle, nous avons beaucoup sympathisé. Nous sommes très souvent vus au Parlement européen, nous étions tous les deux à Strasbourg et à Bruxelles. J'ai confiance en elle. Je crois qu'elle est sincère. Je crois qu'elle ne peut pas réussir à ce qu'elle veut, c'est-à-dire, elle, je crois, elle tient à l'exercice du pouvoir, à y participer, elle n'y arrivera pas seule, aucun parti n'y arrive seul. Jamais aucun parti n'est arrivé. Seul même le général de Gaulle a eu besoin d'autres partis. Même quand il était très fort sous la Ve République, il a eu besoin des républicains indépendants et de Valéry Giscard d'Estaing. Aucun parti ne peut arriver. Et il ne faut même pas que la majorité coïncide avec un parti. Je pense que cela, elle peut le comprendre et qu'elle acceptera des alliances. Alors, il faut que les alliés soient suffisamment puissants pour que l'alliance soit équilibrée. C'est aussi ce à quoi nous travaillons et nous devons travailler immédiatement, dès ces prochaines semaines. Il faut réunir ces républiques grecques, comme disait Michel Joubert, qui veulent le bien des Français, mais qui très souvent font flotter leur petit drapeau sur la marmite. Même s'ils ne sont pas d'accord sur tout, ce n'est pas sur les désaccords en situation de crise qu'il faut mettre l'accent, c'est sur les situations d'accord. Bien, une fois ce bloc constitué, je crois que même s'ils se divisent au présidentiel, l'union sera possible législative. Surtout si l'UMP perd l'Élysée et à ce moment-là éclate. À ce moment-là, le cercle sera très large, avec beaucoup de miettes. Il faudra justement recomposer ces miettes. Quand Marine Le Pen a dit il y a un peu plus d'un mois que le Front National ne présentera pas aux législatives des candidats du Front National comme tels, mais qu'ils seront inclus dans une alliance plus large. Alors pour l'instant, elle a dit que le tiers ne serait pas composé de membres du Front National. C'est peut-être pas suffisant. Il faudrait une plus grande part. Il ne faudrait pas que le Front National ait plus de la moitié des élus, des candidats, pardon, excusez-moi, afin que les choses soient équilibrées. Eh bien, en tous les cas, la porte est ouverte à une alliance assez large législative. Il n'y aura pas de candidat du Front National législatif, il n'y aura pas de candidat du RIF, en tous les cas législatif, si les choses avancent comme nous les préparons, il y aura des candidats d'une alliance des patriotes qui n'a pas encore trouvé son nom. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Et alors, est-ce que vous estimez que le Front National a fait tous les efforts nécessaires? Ou, par exemple, je vais vous citer quelques exemples pour réagir, le fait que Jean-Marie Le Pen en soit toujours président d'honneur, et c'est lui qui tient les rênes financières du parti. Qu'est-ce que ça vous évoque? Lui qui tient les rênes financières du parti, je ne pense pas que ce soit dans la perspective d'une alliance électorale si capital que ça. Ça importe pour le parti du Front National. Dans la perspective des législatives, si vous voulez que nous parlions d'argent, les choses sont très simples. Si nous réalisons cette alliance, tous les candidats qui seront candidats au nom de cette alliance auront non seulement 5, mais 10, 15, 20, 25 et j'espère 50%, en tous les cas beaucoup plus. On est en train de sortir du petit jeu où des petits partis font 1, 2, 2,5, 1,3, 0,9% des voix. Ce qui est d'ailleurs cher, parce qu'à ce moment-là on n'est pas remboursé. Là, l'alliance, si comme je le crois possible, et même plutôt en bonne voie, se fait, une alliance équilibrée dans le respect des identités de chacun, tous les candidats, qu'ils soient membres d'un parti ou d'un autre, du Front National ou je ne sais pas trop quel autre, en tous les cas du RIF, se soutiendront mutuellement et auront un pourcentage suffisant pour que les campagnes s'autofinancent. Et je crois important de passer pour nous à un autre stade de l'action politique
et à devenir un parti ou un ensemble de partis, une fédération de partis, une alliance de partis suffisamment large pour qu'on devienne, pour qu'on entre dans la cour des grands. Là, il faut bien dire que la percée de Marine Le Pen, de ce point de vue-là, est extraordinairement bénéfique. C'est une très très bonne nouvelle, parce que, en effet, la perspective d'un parti des patriotes devient crédible, et d'un grand parti des patriotes. Et elle est crédible parce qu'encore une fois, elle s'inscrit dans une conjoncture tellement troublée qu'elle me paraît non seulement possible mais nécessaire. Elle sera imposée par les circonstances. Je ne pense pas que l'UMPS gouvernera éternellement, si on peut dire qu'elle gouverne, la France. Il y a toujours des alternatives. Regardez l'histoire de France, la perpétuation du non-être a toujours une fin. Par l'élection ou par la violence. Pas toujours l'élection. Il n'y a pas que les élections qui font l'histoire. Oui, alors justement, parlons-en des élections, puisque vous dites souvent que nous ne sommes pas en démocratie. Et donc le système politique est verrouillé. Et là, vous nous parlez finalement d'élections, de système politique classique. Or, si on n'est pas en démocratie et que c'est verrouillé, ça ne peut pas fonctionner. Donc quel est votre diagnostic réel ? On n'est pas en démocratie. Le meilleur exemple est fourni par l'espèce de ourvarie générale de la petite caste médiatico-politique contre tous ceux qui, alors qu'ils ont raison, demandent la sortie de la France de l'euro, disent tout simplement les choses telles qu'elles sont. C'est que la supranationalité n'a pas marché, qu'il faut revenir à la nation, qu'il faut rétablir des frontières. Nous n'avons pas du tout on n'a aucune tribune, et pourtant nous avons les évidences pour nous, on n'a aucune tribune pour les dire. Tout est bloqué, absolument bloqué. Et puis il y a aussi ce fait qu'un très grand nombre de partis, pas simplement le Front National, le Front de gauche, pareil, n'ont aucune représentation à l'Assemblée nationale, alors qu'ils représentent une notable proportion de la population française. Les démocrates sont arrivés, c'est pour ça qu'on n'est pas en démocratie, à cette situation où la majorité des électeurs ne votent plus, et une bonne partie des électeurs qui votent sont aussitôt interdits ou stigmatisés. Alors, on ne peut pas appeler ça une démocratie. Il y a des rétablissements possibles. Je crois qu'il faut imposer le référendum d'initiative populaire. Je crois que la démocratie directe est une façon de déverrouiller les choses. Et puis il y a aussi l'idée, peut-être optimiste, on verra ce que ça donnera en 2012, que ce verrouillage est si pesamment ressenti par les Français que les candidats du refus, du refus de la perpétuation du système UMPS seront regardés avec faveur. Et ces élections peuvent très bien changer le cours de l'histoire. Sinon, alors à ce moment-là, je suis à peu près sûr, comme toujours quand la politique est bloquée, que la violence reprendra ses droits, et ce sera la bouteille à l'encre. Et alors, autre question sur l'attitude de Marine Le Pen, puisque, comme vous l'avez dit, c'est celle qui domine un peu toutes les personnalités dans l'espace public aujourd'hui du côté plutôt souverainiste, disons. Que pensez-vous de sa stratégie de porter plainte quasiment systématiquement contre ceux dont elle estime qu'ils l'ont diffamé? Ça ne me regarde pas. Moi, je n'ai jamais porté plainte contre personne. Je ne peux pas dire que je ne le ferai pas un jour. Je crois qu'on ne peut pas dire de n'importe qui qu'il fait n'importe quoi parce que ça vous est passé par l'esprit et le publier et le rendre public. Parce qu'il y a toujours après une suspicion qui entoure une accusation, même si la preuve est faite, y compris devant les tribunaux, que l'accusation portée a été farfelue. Donc je crois qu'il faut distinguer assez clairement ce qui est admissible. Assez clairement, c'est jamais simple à faire. C'est la difficulté du droit, de toute règle de droit, comment l'appliquer. En tout cas, il faut qu'il y ait des règles de droit pour distinguer ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire. Ouais. En matière, évidemment, pas en matière de vie politique ou d'organisation de la société, la loi Guesso par exemple est inadmissible, et quantité d'autres, mais en matière de vie privée spécialement, c'est-à-dire que lorsqu'on stigmatise une personne, quand on l'accuse, lorsqu'on l'injurie, lorsqu'on la diffame, eh bien je crois qu'à ce moment-là la loi doit sanctionner. Tout au moins la justice, au nom d'une loi. Autre question, cette fois prenons un peu de hauteur, cette fois internationale. Des gens comme Oscar Freisinger ou Nigel Farage, que vous connaissez bien et que je crois vous appréciez, déclarent qu'ils n'ont jamais été pour le Front National, mais qu'ils voient Marine Le Pen évoluer dans le bon sens.
malgré tout, il reste des réticences liées, par exemple, je vous donne un seul exemple, au fait que le Front National est contre toute immigration, se dit publiquement contre toute immigration, alors que aussi bien Freisinger que Farage disent qu'ils sont ouverts à l'immigration dès lors que ce sont des gens qui veulent s'intégrer, adopter les codes du pays, etc. Alors est-ce que vous pensez que là, il y a une évolution supplémentaire à faire de sa part, c'est-à-dire distinguer l'origine de la personne réelle et sa volonté de s'intégrer? Ça, oui, je connais Oskar Freisinger, que j'aime beaucoup, qui a un talent extraordinaire, même une créativité extraordinaire. Je connais Nigel Farage, qui a été président de mon groupe, que j'ai connu lui dès 1999, on a siégé ensemble pendant longtemps, nous voyons lorsqu'il vient à Paris, lorsque je vais à Londres ou à Bruxelles. J'ai bien connu aussi l'ensemble des souverainistes européens. Il y en a en Grèce, le Laos, il y en a en Roumanie, il y en a en Bulgarie, il y en a en Suède. Il y a un bon score en Suède, il y en a de très intéressants aussi au Danemark, au Danemark, mais ils sont d'ailleurs associés au pouvoir et ils font évoluer la politique danoise de très intelligente façon. Au point d'ailleurs que le Danemark a rétabli ses frontières, grâce justement à ce parti dit populiste, mais qui s'est justement comporté très adroitement politiquement pour peser sur les décisions du gouvernement danois. Je pensais surtout aux Finnois, on ne pense pas du tout à un parti finnois qui a fait 22%. Les vrais Finlandais? Les vrais Finlandais, ils ont fait 22% ou 21%, et le parti majoritaire a fait 22%, et le parti d'opposition en a fait 20%. Bref, ils sont entre le parti d'opposition et le parti majoritaire ils sont très près. En Hongrie, il y a aussi, je les connais, en Pologne, en Italie, l'Amérique du Nord. Enfin, je connais tous les mouvements dont vous parlez. Je sais qu'ils ont des positions diverses pour deux raisons qui sont élémentaires. D'abord parce que leurs sensibilités sont propres, justement parce qu'ils représentent leur pays, sont propres à leur pays. Nigel Farage est certainement plus libéral que ne l'est quel mouvement choisir, Mario Borghesio, que ne l'est Mario Borghesio, oui, peut-être. Mais ça, c'est la réponse du logiciel propre de la nation qu'il représente. Les logiciels, je l'ai toujours dit, des nations européennes ne sont pas interchangeables. Chacun a sa position géographique et chacun a par conséquent sa politique et chacun a ses traditions historiques. Et puis il y a une autre raison, c'est que les menaces ne sont pas les mêmes. Dans bien des pays, en Grande-Bretagne par exemple, l'immigré est toléré dans son ghetto. Pas du tout une politique d'intégration, de mixité scolaire, de mixité sociale. Donc évidemment, le taux de tolérance est plus grand, on les met dans un coin. C'est pas le modèle français. En Suède, ou dans les pays scandinaves, la pression migratoire est tout de même moins forte. Par conséquent, les problèmes ne se posent pas avec une telle acuité. Il n'est pas d'ailleurs question de se mettre d'accord sur une plateforme commune à l'ensemble de ces mouvements dits honteusement populistes. Je dis honteusement parce que c'est le système qui appelle populistes les mouvements, ou même les peuples dès lors qu'ils leur échappent. Dès que les peuples échappent aux oligarchies, les oligarchies appellent ça du populisme. J'appelle ça de la démocratie. Mais il n'est pas question de faire un gouvernement européen à partir de l'ensemble de ces partis, aussi bien disposés et aussi rationnels soient-ils. Il est question d'établir entre des alliances, des connivences, des ententes, qui sont peut-être l'amorce d'une autre conception de l'Europe, ce que nous avons toujours appelé l'Europe des nations, qui est aussi certainement une nécessité. Et donc, peut-être dernière question, à moins qu'on trouve d'autres points. Que pensez-vous de l'évolution du Front National depuis que Marine Le Pen en a pris la tête, et notamment au point de vue... Ça vous obsède, le Front National? Oui, puisqu'on en parle, mais est-ce qu'au niveau économique, par exemple, vous trouvez que ça va dans le bon sens, sachant qu'on a l'impression que tout ce qui est libéral, on va dire en sens général, ils ont plutôt tendance à s'en éloigner. Si on pense même au Front National des années 70-80, qui était réganien, donc de Reagan, très libéral, affirmé. Bon. Là, on a plutôt tendance à voir une Marine Le Pen qui essaie de draguer un électorat de fonctionnaires, par exemple, ou de professeurs. Bon. Est-ce que c'est votre sentiment également? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
De draguer, oui. Tous les partis politiques sont en campagne. Ça ne peut pas nécessairement draguer. Bon, alors, puisque vous me parlez du Front National, libéral, pas libéral, a-t-il été moins libéral ces derniers temps qu'il ne le fut jadis, ou plus qu'il ne l'a été naguère? Je ne sais pas, je ne regarde pas ça tout à fait au trébuchet. D'autant que ce mot libéral me fait un peu sourire. Je me sens tout à fait libéral au sens de Chateaubriand, ou libéral au sens où j'aime la libre entreprise et où je pense vraiment sincèrement que il faut que l'État laisse respirer la société, c'est-à-dire que ou la civilisation. Il y a des civilisations dans les nations, il y a des peuples qui ont besoin de prendre des initiatives et d'avoir la paix. Voilà. Si on aime son peuple et sa civilisation, on les laisse respirer, on ne fout pas l'État partout. Bon, de ce point de vue-là, qu'il y ait une autonomie de c'est peut-être une des définitions possibles de ce mot chewing-gum, libéralisme, qui est une autonomie de la nation par rapport à l'État, ça me paraît sain. Donc les nations vivent, voilà, et que les Français prennent des initiatives et qu'on leur fiche la paix, je leur fais confiance. Cela étant, il est aussi nécessaire que les États mènent leur politique, mènent des politiques conformes à l'intérêt général, ne serait-ce que parce que dans la vie propre des sociétés se créent des oligarchies, des inégalités, et parce que spontanément les forces sociales ne se soucient pas, ne se règlent pas par une sorte d'effet magique à la Smith, n'est-ce pas, de telle sorte que l'avenir collectif soit assuré à très long terme. Il faut des investissements que seul l'État peut consentir dans les domaines clés, dans les industries majeures, l'espace par exemple. L'espace, si l'État ne s'en mêle pas, surtout en France, ils n'auront pas une politique spatiale. D'ailleurs, elle est pourtant très nécessaire dans quantité d'autres domaines. L'éducation, il y a des priorités. Et là, l'État doit absolument agir avec une autorité, c'est-à-dire une légitimité, c'est bien ce qui lui manque, mais une autorité indiscutable. Alors si prôner le rétablissement de l'État et d'être antilibéral, alors à ce moment-là, je suis antilibéral. C'est-à-dire, vous voyez, on ne voit plus très bien quel peut être le sens des mots. En France, d'ailleurs, le mot libéralisme est dès l'origine coudé, puisque les premières entreprises françaises ont été imposées à coups de pied au derrière aux bourgeois et aux aristocrates par l'État, notamment par Colbert. Qu'est-ce que c'est Colbert? Colbert voulait que les puissances financières investissent dans la production. Bon, et il l'a fait à coup de pied au derrière. Bon, c'est-à-dire qu'il y a eu de libre entreprise parce qu'il y avait l'État derrière. Bon. Est-ce que c'est du libéralisme? Est-ce que c'est de l'étatisme? Le général de Gaulle appelait ça du dirigisme. À certaines époques, d'ailleurs, le général de Gaulle était, avec son affaire de plan et autres, moins libéral qu'à d'autres. Ça dépend aussi des circonstances. Pour dire le fait en un mot, toute affaire économique n'est pas une question idéologique, c'est une affaire d'intérêt général, de bien commun, selon les circonstances. En somme, c'est du pragmatisme. Ouais. Je ne suis ni libéral ni antilibéral en matière économique, je suis pour un pragmatisme raisonné, rationnel, une action continue qui est celle d'un État qui a besoin de vivre et de prospérer dans le monde pour des décennies et des siècles. Ça ne se fait pas spontanément. Donc ça, c'était la position de De Gaulle, qui, vous, enfin connaisseur de Gaulle, vous savez qu'il avait comme conseiller économique Jacques Rueff, oui, qui lui, pour le coup, était un grand libéral, voire certains diront ultra-libéral. Ultra-libéral, oui et non. Il insistait surtout sur la question de la monnaie, Rueff. Mais c'est bien ce que je dis. Il y a un discours de la Cour des comptes du général de Gaulle à la Cour des comptes en 1966, si ma mémoire est bonne, qui est extrêmement dirigiste. Il y a la fameuse exhortation au plan impérieuse nécessité, et puis il y a la politique Rueff de 1958. Donc on s'adapte aux circonstances. En matière économique, il n'y a pas de théologie. L'économie n'est pas une théologie. On n'est pas une paroisse ou une autre. On est pour le service de la nation selon ce que commandent les circonstances. Et ça s'appelle le bon gouvernement. Très bien. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de la France? Moi, j'ai toujours pensé que la France était une essence à rebours de l'existentialisme ambiant. C'est-à-dire que c'est un être. Les nations sont des êtres. De Gaulle l'a dit, pardon de revenir à De Gaulle, mais De Gaulle l'a dit 100 fois. Dans son obsession à parler de la Russie, par exemple, et non pas de l'Union soviétique, quand il disait que la Russie l'absorberait comme un buvard absorbe l'encre.
Les nations perdurent alors que les circonstances passent. Si elles perdurent, c'est qu'elles ont une durée. Est-ce une éternité? En tous les cas, c'est une longue durée. On n'est pas dans la même séquence de temps. Et si je suis optimiste pour la France, c'est pas nécessairement que je suis optimiste dans les années qui suivent. Je suis pas pessimiste non plus. Mais c'est très certainement à long terme qu'il faut répondre à cette question de l'optimisme. Si la France est un être, si la France est la France, elle sera la France encore pendant longtemps. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne peux que penser à la magnifique phrase de Bergson, ce qui va arriver, non, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire. Saint-Exupéry avait repris cette phrase. Il avait bien raison. C'est une phrase qui est le b.a.-ba de la politique. Il n'y a pas à scruter l'horizon comme ça, à se demander ce qui va arriver. Il faut agir de telle sorte que ce qui arrive sera conforme à nos volontés. Merci beaucoup, Paul-Marie Couteau. Je vous en prie, Jean-Romain.